Je comprends que des jeunes soient paumés, reprennent le discours qui est un discours de légende, un discours de mythologie, parce qu'ils ne font pas d'histoire. Mais faisons vraiment l'histoire de la guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, aujourd'hui, c'est le monopole de Benjamin Stora qui délivre le discours officiel. Il a le monopole du discours sur la guerre d'Algérie. Or, vous savez que la vérité de la guerre d'Algérie, ça donne des récits historiques. Si ces récits historiques sont des récits légendaires, légendés et mythologiques, il est bien évident que vous dites n'importe quoi sur l'histoire. Revenons à l'émigration. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a des milliers de réfugiés qui débarquent sur nos côtes parce que victimes de la guerre, victimes de la traite d'esclaves, victimes de tout un tas de saloperies? Qu'est-ce qu'on fait? On les accueille, on les accueille pas? Alors là, vous posez une bonne question, qui est la question pragmatique. C'est concrètement, on fait quoi? Ici et maintenant. Ici et maintenant, on les accueille. Mais on n'accueille pas en disant « Maintenant, venez, vous êtes chez vous, on vous propose nos poubelles, nos dessous d'autoroute, nos bretelles d'échange, nos échangeurs, où vous allez pouvoir dormir sous les ponts, vous allez pouvoir squatter des immeubles en déshérence. Ça s'appelle ça la France. Ça s'appelle la France, et ça s'appelle l'hospitalité française. On ne peut pas dire d'un côté « Je vous en prie, venez, vous êtes comme chez vous », et puis en même temps, les laisser vivre en déshérence. Moi, je vois des gamins sous mes fenêtres, là, et je me dis « Mais ces enfants, enfin, une vingtaine d'années, on leur propose rien de désirable. On ne leur propose pas d'apprendre la langue, on ne leur propose pas d'apprendre la culture, on ne leur propose pas de trouver un travail, on ne leur propose pas de les intégrer. Il y a aussi des immigrés de l'intérieur. Parce que si on vient, je vous emmène dans mon village natal à Chambois, vous avez aussi des gens qui disent « Mais et nous ?» Et nous, on n'a pas de boulot, personne ne s'occupe de nous, personne ne nous donne d'argent. Il y a des milliards qui sont déversés sur les banlieues, il n'y en a jamais, pour faire de telle sorte que, par exemple, Chambois, mon village natal, eh bien, vous avez des zones blanches, le téléphone portable ne passe pas. Et les gamins, là, ils disent, ben, nous, on fait quoi pour nous, etc. Donc, je pense qu'il faut une vaste politique. Donc, dans un premier temps, on accueille, pour répondre concrètement à votre question. Mais dans un deuxième temps, on se donne les moyens de l'accueil. Vous dites pas à des gens, j'invite tout l'immeuble à venir manger chez moi, et puis les gens viennent chez vous, et vous dites, j'ai juste des nouilles, mais j'ai des nouilles pour 3 et j'ai invité 50 personnes. Tout le monde comprendra que ce n'est pas possible ou pensable. Alors c'est bien, il y a des idéalistes qui disent mais non, pas du tout, l'hospitalité, etc. Mais il y a des conditions à l'hospitalité. C'est pas l'hospitalité, j'accepte tout le monde, quelle que soit l'occasion, les circonstances, etc. Ça se construit une hospitalité. Ça se construit la désirabilité de la France ou de l'Occident. Si effectivement la France ne s'aime pas, qu'un président de la République dit qu'on est moins que rien, qu'on n'est que Vichy, qu'on n'est que le colonialisme, qu'on n'est que Pétain, qu'on n'est que des salauds, qu'on est etc. Vous dites mais on vous prend au mot, bien sûr. La France est détestable, ça fait des années que vous nous apprenez qu'elle est détestable. Donc il faut changer de politique. Là pour le coup on est dans le pragmatique, immédiatement on reçoit, mais si on reçoit, on accueille. Si on n'a pas les moyens d'accueillir, on ne reçoit pas. Ça veut dire que dans ces cas-là, il faut une politique africaine. Il faut une politique islamique. C'est-à-dire que moi j'ai dit très vite et très tôt que j'étais contre le fait que la Turquie puisse devenir un pays de l'Europe. Ça n'a aucun sens, sauf à croire que l'Europe c'est un grand marché. Alors à ce moment-là, effectivement, Israël, le Maroc, il en a été question à une époque, pourrait faire partie de l'Europe. Mais ça ne veut plus rien dire. Donc je pense qu'à une époque, et il faut compter avec l'orgueil turc, et ils ont raison d'avoir cet orgueil, mais c'est la même chose avec Poutine. C'est-à-dire, il y a eu une querelle entre les occidentalistes et les slavophiles chez les Russes, par exemple. Les occidentalistes disaient il faut regarder vers l'Ouest. Et les slavophiles disaient pas du tout. On n'a pas besoin d'aller chercher la vérité de la Russie à Paris. On a une vérité slave et c'est plutôt de ce côté-là qu'il faut aller voir. Le triomphe de Lénine est un triomphe occidentaliste. Et Lénine, il est marxiste. Et quand il est marxiste, il va chercher sa vérité à Iéna ou à Berlin, et puis il ramène ça en Russie. Et tout ce qu'il y a chez Dostoïevski sur la question, ou sur la question de chez Turgenev, par exemple, dans Pères et Fils, sur les nihilistes avec Bazarov, enfin, tout ça montre comment les slavophiles, les occidentalistes se battent. C'est la même chose avec la Turquie. Il y a eu Atatürk, et puis il y a des gens qui étaient plutôt, alors Atatürk était occidentaliste, on dira, et puis ceux qui ne l'étaient pas et qui étaient plutôt pour une spécificité musulmane, traditionnelle, et ça s'est combattu un certain temps. Pendant Atatürk, c'était clair, c'était violent, c'était brutal, mais c'était laïque et c'était occidentaliste. Il y a ce sens de la fierté d'Erdogan, et aussi bien Erdogan que Poutine ont proposé un temps de faire une autre Europe que l'Europe du marché, l'Europe du fric, l'Europe de l'argent, c'est-à-dire de faire une Europe qui ne soit pas américaine. Et il n'y a pas eu un grand chef d'État qui aurait été capable de dire « Banco, allons-y, faisons cette grande Europe, de l'Atlantique à l'Oural », je reprends l'expression du général, ou cette Europe qui aurait dit « Mais une Europe, elle n'est pas close, elle n'est pas fermée, il y a des points de jonction. La Turquie est un grand point de jonction. » Il suffisait de dire à l'époque à Erdogan « Écoutez, vous ne serez pas le dernier des Européens, vous serez le premier d'un bloc qui va fédérer
les islams. Et vous pouvez le faire. Vous avez une tradition kémaliste, vous avez la possibilité, on vous en donne la puissance, parce que je veux dire, les Turcs n'aiment pas beaucoup les Maghrébins. Je veux dire qu'ils sont tous les deux musulmans, mais ils sont dans des relations de conflictualité. Et on voit bien d'ailleurs, je rouvre une parenthèse, mais pour dire que les problèmes sont plus importants avec la communauté maghrébine qu'avec la communauté turque en France, justement, parce que ce qui fait problème, le point d'infection, c'est cette lecture de la guerre d'Algérie. Je ferme ma parenthèse. Et de dire après à Erdogan, c'est votre boulot, mais on va travailler vraiment en partenariat. Vous n'allez pas travailler en partenariat qu'avec la France, mais avec l'Europe. Et une Europe étendue jusqu'à celle de Poutine, jusqu'à l'Oural, et de dire, allez à vous, mais on va vous aider, de fédérer la totalité des islams qui, depuis, ont disparu. C'est-à-dire il y avait l'islam laïque de la Libye, de l'Irak, mais aussi de la Libye, d'une certaine manière de la Syrie également. Il y avait à jouer un rôle il y avait à laisser un rôle à jouer à Israël pour régler justement le problème palestinien dans cette configuration-là. Les territoires palestiniens auraient pu être justement intégrés dans cette espèce d'arc méditerranéen, et d'une certaine manière, le nord de l'Europe, de tradition judéo-chrétienne, aurait pu entretenir une relation avec le sud de la Méditerranée qui aurait été justement maghrébine, mais qui aurait pu être aussi, pas seulement maghrébine, ça peut être subsaharien. C'est-à-dire que plutôt que de dire l'immigration, vous êtes pour, vous êtes contre, c'est de dire mais comment peut-on gérer des flux, régler des flux? À partir du moment où on a des États, on peut négocier avec des États. Moi, je veux bien que Saddam Hussein ait été un nouvel Adolf Hitler. Maintenant, y avait-il plus de morts dans chaque journée de l'Irak à l'époque de Saddam Hussein qu'aujourd'hui? La même chose avec Kadhafi. Je pense que des pays de tradition laïque où les femmes pouvaient conduire, ne pas avoir de voile, aller à l'école, faire partie de la garde présidentielle, etc., c'est pas exactement la même chose que des désirs d'instaurer des islams politiques qui, pour le coup, ne sont pas démocratiques, qui, pour le coup, ne sont pas républicains, qui, pour le coup, ne sont pas laïques. Donc il fallait envisager, donc je vous réponds concrètement, il faut accueillir, mais autant qu'on peut accueillir, rendre possible des accueils qui soient dignes de ce nom. C'est pas accueillir des gens que de leur dire prenez place sous un pont et ce sera formidable, vous verrez, la France c'est ça. On fait pas mieux pour gérer de la délinquance, de la haine, des incivilités comme on dit aujourd'hui, ou des massacres, ou des radicalisations. Je pense qu'il y avait un travail à faire quand on était chef de l'État. Ça a été un peu le cas de Sarkozy qui avait fait un discours formidable, suivi d'aucun effet, mais qui avait été effectivement ce discours de l'Europe du Nord et puis du sud de la Méditerranée, nord de la Méditerranée, sud de la Méditerranée, en disant il faut absolument que nous entretenions des relations qui vont permettre des collaborations, qui nous permettraient, plutôt que de mettre de l'argent dans un assistanat extrêmement coûteux en France, de dire mais on va mettre de l'argent dans votre pays, on va vous assister dans votre pays. Parce que tous ces médecins qui viennent travailler en France, c'est formidable pour nous, on a fait le nécessaire. Vous avez les médecins de la communauté européenne, ils sont payés d'une certaine manière, et puis ceux qui viennent de l'Afrique, ils sont payés moins cher. Donc dans les hôpitaux, on va chercher des Africains qui sont payés, des médecins africains qui sont payés moins cher. Payés moins cher, mais en même temps que deviennent ces pays-là, ils n'ont plus d'hôpitaux. Donc on est en train c'est une espèce de néocolonialisme que cette façon de pratiquer l'immigration. C'est-à-dire on dit tous vos talents, on vous les prend, et puis tous vos talents, on va les mettre sous nos ponts, on va les mettre sous nos piles d'autoroutes, et puis on va être des gens formidables parce qu'on vous accueille. Mais en même temps, on est en train de massacrer un peuple, et puis on est en train de massacrer les autres peuples. C'est-à-dire, on dit, mais que deviennent ces villages, ces pays? Et on s'étonne que d'un seul coup, l'islam puisse arriver et surgir au Mali en disant, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a marché, moi je suis allé au Mali à une époque, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on n'y va plus. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais on a paupérisé le Mali, on a fait venir plein de Maliens, le Mali est devenu pauvrissime, on a continué à exploiter les sous-sols justement pour avoir les matériaux rares qui nous permettent aujourd'hui de faire des voitures prétendument écologiques. C'est-à-dire les voitures hybrides qui fonctionnent aujourd'hui à l'électricité fonctionnent à l'électricité nucléaire. Et quand elles ne fonctionnent pas à l'électricité nucléaire, elles utilisent des métaux rares qui eux-mêmes sont prélevés en Afrique. Et voilà pourquoi on est au Mali. On n'est pas là-bas parce qu'on aime tellement la liberté qu'on les préserve du djihadisme. On s'en fout du djihadisme là-bas. On veut juste pouvoir exploiter, avoir des bases et pouvoir exploiter le sous-sol des Africains, parce que la France est tellement islamophile de manière intérieure qu'elle est islamophobe sur la totalité de la planète. Il n'y a rien de... C'est formidable l'islam en France, mais alors dès qu'on peut tabasser des Afghans, dès qu'on peut tabasser des Irakiens, dès qu'on peut tabasser des Libanais, des Libyens, dès qu'on peut tabasser des Palestiniens, dès qu'on peut tabasser des Maliens, alors là, il n'y a aucun problème, on peut y aller. On fait des bombes, on fait des tapis de bombes, et voilà. 5 ou 6 millions de gens sont morts, de musulmans sont morts dans les frappes occidentales
Pour quelle raison? Parce qu'on vend des armes. Complexe militaro-industriel, possibilité pour les gens qui fabriquent des bombes, des avions à réaction, etc., de dire il n'y a pas de problème. Et après, on fait quoi? Quand on a fait beaucoup d'argent, on finance les chefs d'État américains, qui eux-mêmes financent ces guerres, qui sont des guerres islamophobes. Ces guerres islamophobes génèrent le terrorisme. Le terrorisme, il ne tombe pas du ciel. Voilà des gens à qui on a dit, vous aviez un pays, vous aviez un chef. Ce chef, c'était Adolf Hitler. On détruit votre pays et en même temps, on installe la terreur au quotidien. Que font ces gens-là? Ils arrivent en Occident, ils ont perdu leur famille, ils ont perdu des membres de leur famille, ils ont perdu leur boulot, leur dignité, leur pouvoir d'achat, leur langue, leur culture, leur tradition, leur nourriture. Ils ont perdu tout ça. Ce sont comme des animaux en cage et on leur dit voilà, vous avez la liberté, ils sont là, etc. Mais il y a des gens qui deviennent paumés et qui peuvent se faire endoctriner par l'islam politique parce que d'un seul coup, c'est un horizon. Parce que c'est une hypothèse. Si on vous dit, mais vous vivez dans un endroit qui vous déteste, ils sont tous racistes, votre pays, vous n'y êtes plus, vous n'y allez pas, ou vous n'y retournez pas, puis vous faites quoi? Vous avez un pays qui s'appelle l'islam. Votre pays, c'est l'islam, c'est l'Oumma. Donc je pense que tant qu'on n'aura pas une politique nationale, une politique européenne, une politique planétaire et mondiale, c'est-à-dire tant qu'on n'aura pas de projets qui ne soient pas des projets d'argent, de fric, en disant allez-y, circulez, c'est formidable, plus on a des migrants ici, plus on peut baisser les salaires. Évidemment, vous avez des gens, ils viennent du Mali, ils n'ont pas de papier, et ils viennent dire, mais moi, si vous voulez, je vous fais la plonge. Et on leur dit, d'accord, pas de problème, tu me fais la plonge, mais en même temps, pas de papier, pas de truc, je te donne un petit peu d'argent, pas de retraite, pas de sécurité sociale, les sans-papiers trouvent des petits boulots comme ça, et en même temps, quelqu'un qui arrive et qui dit, mais non, mais moi, je veux un salaire, je veux des vacances, je veux une retraite, etc. On dit, mais qu'est-ce que vous imaginez? Donc, si vous ne voulez pas ce boulot-là, il y en a 200 qui attendent, là. Donc, l'immigration telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle fait le jeu du capitalisme planétaire. C'est formidable, l'immigration. Et c'est pas étonnant si le MEDEF est pour, si la droite libérale, la gauche libérale sont pour, et qu'en même temps on dit venez, 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 ça fait une main-d'œuvre pas chère du tout, et en même temps on vous humilie, on vous exploite, on vous méprise. On va vous mettre dans des cages à lapins, on va laisser vos gamins dans les caves, il va falloir faire du trafic de hashish pour vivre, de cocaïne, de drogue, etc. Et puis on ferme les yeux là-dessus. Territoire perdu de la République, aucun problème. Tout ça rend possible le business. Ça rend possible le business. L'immigration est une chose qu'on ne doit pas laisser aller en disant venez quand vous voudrez, puisqu'on sait très bien que dans ces cas-là, c'est la loi de la jungle. L'immigration, c'est quelque chose qui doit être voulu entre un État, entre un continent, donc la France, l'Europe, et puis entre d'autres pays avec lesquels on passe des accords de coopération. Il faut qu'il y ait des universités au Mali, il faut qu'il y ait des hôpitaux au Mali, il faut qu'il y ait des routes, des autoroutes, il faut qu'il y ait des centrales électriques, il faut qu'il y ait des possibilités d'avoir, je sais pas quoi, des garages, des voitures, des écoles, etc. Tant qu'on ne pensera l'immigration qu'en termes de c'est bien l'immigration ou c'est pas bien, vous êtes pour ou vous êtes contre, vous êtes pour, vous êtes formidable, vous êtes contre, vous êtes comme Marine Le Pen, vous êtes un salaud. Non, la question de l'immigration, c'est laquelle, quand, pourquoi, à quoi sert cette immigration aujourd'hui, pourquoi fait-elle le jeu du grand capital, pourquoi est-ce qu'effectivement ça permet de détruire le code du travail, pourquoi ça permet de détruire les salaires, pourquoi ça permet de détruire les retraites, parce qu'on a une main-d'œuvre qui est taillable et corvéable à merci, dès lors que quand on parle aujourd'hui de la traite des esclaves, c'est formidable d'aller chercher des poux dans la tête des gens en disant mais il y a une traite des esclaves là en 1492. Ouais, d'accord, très bien. Mais il y a actuellement une traite des esclaves. Quand on laisse passer tous ces migrants en disant venez, 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 installez-vous où vous voulez, il y a toujours une toile de tente ici, il y a un bout de square là, il y a un endroit où vous allez pouvoir vous mettre à l'abri ici, puis voilà, puis débrouillez-vous pour le reste. On dit, tout ça c'est formidable. Moi j'appelle ça de la traite esclavagiste. Et j'estime que si on ne pense pas l'immigration, ce que j'ai essayé de faire un peu rapidement, si on ne pense pas des solutions à la question inévitable de l'immigration, bien sûr qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours, et on n'arrête pas l'immigration en remettant les gens à la mer, ou en remettant les gens sur des bateaux, on les renvoie chez eux, ça n'a aucun sens. C'est la thèse de l'extrême droite, c'est pas la mienne, mais c'est juste de dire quelle politique de l'immigration pouvons-nous avoir qui serait une politique de civilisation. On est en train de détruire les civilisations. Moi, j'adore l'art africain, je collectionne un peu d'art africain. Je suis curieux de ces civilisations-là. Que sont-elles devenues ? Que sont-elles devenues ? La civilisation, c'est quoi pour ces gens-là ? On a détruit leur peuple, leur langue, leurs coutumes, leur façon de s'habiller. Ils sont tous avec des Nike, des machins, des téléphones portables, etc. On dit, mais c'est ça que vous voulez, un grand marché planétaire ? Avec des gamins qui sont des consuméristes, des gamins pour lesquels l'horizon indépassable, c'est le grand magasin dans lequel on peut acheter, le supermarché dans lequel on peut acheter des choses, des objets, des biens avec lesquels on peut pouvoir frimer, montrer que, etc., etc.
Mais quand vous regardez la sagesse africaine, on l'a pillée, on l'a massacrée. C'était une sagesse extraordinaire, une sagesse panthéiste, de rapport à la nature, au temps, aux éléments, à la nuit, au jour, aux étoiles. Moi, j'ai adoré en Mauritanie entendre des conteurs me raconter des choses, alors qu'on avait l'impression sur le toit d'une maison qu'il suffisait de tendre le bras pour décrocher des étoiles. Et on se dit, mais qu'a-t-on fait de la civilisation malienne, mauritanienne? Ah bah, quand il s'agit d'avoir 3 statues au Quai Branly, c'est formidable. Les arts africains, les arts premiers, ça c'est formidable. Mais quand il s'agit de dire qu'avez-vous fait de ces civilisations que vous continuez de détruire? L'immigration sauvage et libérale, comme elle est pratiquée, est un génocide de civilisation. On tue des civilisations. Mais le grand marché planétaire qui veut un gouvernement planétaire et qui ne veut que des individus qui consomment, quelle que soit leur religion et leur couleur de peau, a intérêt à dire traversez la Méditerranée, pas de problème, venez chez nous, vous allez vider nos poubelles, vous allez utiliser les services sociaux, vous allez vous entasser dans des cages d'immeubles où ça va sentir les urines de chiens, de chats, de pisse, d'humains même, et ce genre de choses. Mais c'est ça qu'on vous propose, vous allez vivre ici, c'est très bien, vous allez voir, avec des dealers qui font régner la loi. C'est ça qu'on veut. C'est pas l'idée que je me fais de la France, c'est pas l'idée non plus que je me fais de l'hospitalité.